Charles Garde. Et bonjour. Vous êtes un personnage connu de la vie politique française. Politique, n'exagérons rien, je commente. De l'économie, de l'histoire, de la finance. Voilà, je sais, je suis... Beaucoup attendent vos sentiments sur les événements. Oui. Alors, mais on va parler à ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui. Présentez-vous et dites-leur comment vous souhaitez. Comme je dis, la chose la plus importante, fils d'officier, père de famille, avec la même femme depuis longtemps. Je l'ai rencontré, elle avait 15 ans, j'en avais 18, c'est pour vous dire que ça remonte à la nuit des temps. Et j'ai fait des études à Toulouse et aux États-Unis, puis ensuite j'ai été embauché dans une banque française où ils m'ont demandé de regarder les marchés financiers, parce que je parlais l'anglais, donc Wall Street et tout ça. J'ai regardé ça, puis j'ai pensé qu'il n'y avait pas de... Tout ce truc-là, ça bougeait, personne ne comprenait pourquoi. Ça montait, ça baissait, ça se mettait la gueule, ça remontait. Et j'ai essayé depuis, ça fait maintenant 50 ans, je me suis dit, où tu comprends et tu restes, mais si c'est machin, si c'est pour vivre dans un métier où ça se pète la gueule, on comprend pourquoi ça monte, on comprend pourquoi ça, c'est pas jouable. Quoi. Donc, ça fait 50 ans que j'essaie de comprendre, et il y a quelques vérités qui en sortent, mais il y a encore du boulot. Hein. Mais vous y attachez. Ah, j'adore ça, parce que c'est un métier absolument passionnant, c'est-à-dire que c'est un des rares métiers où on peut mettre son cerveau en compétition avec celui de millions d'autres gens, et de temps en temps d'avoir raison contre tout le monde. Et c'est extraordinairement intéressant parce que, comme je suis d'un naturel relativement indépendant, je dis toujours aux gens, c'est le seul métier où je pouvais réussir, parce que partout ailleurs je me serais fait virer. Parce que j'aurais dit au type, c'est une connerie votre truc, et tout. Tandis que là, quand ils ne sont pas sûrs que je vais avoir raison ou que je vais avoir tort, ils se disent, on ne peut pas le virer, parce que de temps en temps, il a eu raison. Donc c'est un métier où être un loup solitaire, c'est plutôt utile. Vous n'avez pas besoin de chasser en meute. C'est bien. Oui. Alors, vous n'êtes pas seulement un loup solitaire, vous êtes aussi un loup qui appartenait à la meute. Oui. Parce que vous avez un engagement politique, au moins pour le référendum d'initiative citoyenne. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ce que je crois vraiment, c'est que notre démocratie aujourd'hui est extraordinairement viciée. Et c'est le fruit de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'au 19e, on a créé la démocratie représentative parce qu'il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Hein. Donc on élisait un gars à Toulouse qui allait nous représenter à Paris. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. Comme le rôle des ambassadeurs, comme on voyait qu'il n'y avait pas de moyens de communication et qui discutaient au nom du gouvernement. Quoi. Mais ensuite, ça a donné petit à petit naissance à une classe de politiciens professionnels. Ils ne représentent plus Toulouse, en quelque sorte, ils représentent la classe des gens qui représentent Toulouse. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui veut dire que dans la démocratie représentative, automatiquement, ce sont ceux qui vont faire la politique, c'est ceux qui sont aux extrêmes. Parce que c'est eux qui peuvent faire basculer, qui peuvent faire bouger le centre. Le centre, il est toujours là, il n'y a pas de pignon. Et puis un coup, le centre s'appuie sur la gauche, un puis il s'appuie sur la droite. Donc les décisions les plus importantes seront toujours prises par les gars qui sont aux extrêmes. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, par exemple, on se retrouve d'un côté avec le Front Populaire et de l'autre côté avec le Rassemblement National. Et c'est pas du tout ça. Tandis que dans une démocratie directe, à la Suisse, c'est ceux qui sont au milieu qui prennent la décision. S'il y a 3% de corneaux qui votent comme des cons en Suisse, tout le monde s'en fout. Mais si ces 3% permettent à Jospin de fermer, d'être réélu parce qu'ils veulent qu'on ferme les centrales nucléaires, c'est ce qui se passera. Parce que les 3% forceront Jospin, pour que Jospin ait l'envoi, à fermer Superphénix. Donc automatiquement, une démocratie représentative favorise de façon inouïe les types qui sont à la marge. Et ça finit par créer des sociétés qui sont invivables. Donc il faut que la masse des citoyens qui votent normalement au milieu, soient eux qui prennent les décisions et non pas les corneaux aux extrêmes. Ça me paraît un truc statistique, quoi, c'est tout.
dans le référendum suisse, qui cadre en fait l'action législative par la suite de ceux qui représentent, il y a effectivement, c'est ce que nous avait dit Freisinger, qui avait été l'animateur du référendum sur les minarets, il nous disait que en fait c'était le bon sens qui à chaque fois l'emportait. Parce que c'est les grands milieux. C'est-à-dire, tandis que vous êtes dans la Chambre des députés, regardez par exemple Mitterrand, pendant toute la 4ème République, il avait créé un petit parti qui s'appelait, je ne sais plus comment, l'UDSR. L'UDSR, voilà, ils étaient 7 ou 8, et entre les chrétiens démocrates, les socialistes et les communistes, l'UDSR, c'est ce qui permettait de faire la balance. Ce qui donnait une majorité à l'un ou à l'autre. Donc ils ont tous été ministres à tout moment, sans arrêt. Et c'était ces 6 ou 7 gars qui faisaient la politique alors qu'ils ne représentaient rien. Parce que c'était eux qui permettaient au gros des troupes d'avoir une majorité. Et je trouve ça absolument scandaleux. C'était un phénomène qui a été très bien analysé par Nassim Taleb, le Libanais qui est très malin, et qui vous explique que la démocratie représentative, c'est le contraire de la démocratie, c'est-à-dire ça donne un poids extraordinaire aux salopards, aux extrêmes. Alors, on a fait le tour de la question qui revient d'une façon générale à une proposition simple en fait. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est une proposition simple, c'est de permettre au corps national de s'exprimer par oui ou par non sur un sujet et surtout d'être maître de l'agenda. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que dans la constitution de la 5e, le Parlement n'est pas maître de son agenda, c'est le gouvernement qui décide. Et donc, on n'est pas du tout dans un équilibre des pouvoirs, là. On se retrouve donc avec un gouvernement qui décide de ce dont le Parlement aura le droit de parler. Bon, si l'égalité des pouvoirs existait comme aux États-Unis, d'abord le Parlement il aura le droit de parler de ce qu'il veut. Donc c'est déjà une saloperie. Et en plus, si vous voulez, ça fait 20 ans maintenant que les Français veulent parler de tas de trucs qui les intéressent, comme l'immigration ou la criminalité, et les types, ils veulent parler au pouvoir, ils veulent parler de LGBTQ, je ne sais pas quoi d'autre. Donc ça fait 20 ans, 30 ans que le système de pouvoir refuse d'écouter ce dont les Français veulent parler. Ils ne veulent pas en parler. Tout le monde devient enragé. Oui, c'est le système qui confère le pouvoir le plus haut possible. Voilà. À la fois par la place du président de la République qui choisit le Premier ministre et puis qui décide de sa survie. Qui décide de sa survie. Et c'est aussi c'est eux qui décident des lois qu'on va passer. Absolument. Par exemple, ça fait un temps fou qu'il y a des tas de Français qui réclament le référendum. C'est jamais à l'ordre du jour, parce que si vous mettez le référendum à l'ordre du jour, vous connaissez le nom d'un politicien suisse, vous Vous en connaissez un À part celui que vous m'avez cité, mais je veux dire par là, si vous, dès le moment où le référendum d'initiative populaire, tous ces roitelets qui nous gouvernent, plus personne ne les connaîtra. Ils n'auront plus un rond, ils viendront au bureau en métro. Donc si vous voulez vous débarrasser de cette classe, il n'y a pas d'autre façon que le référendum d'initiative populaire. Alors oui, en fait, chez le créateur de la 5e République, le référendum est un élément d'équilibre. Mais c'est un moment où quand lui, le président se sentait non pas ne plus légitime, c'est une notion aussi qui est très française, qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Dans le anglo-saxon, vous êtes légal ou vous ne l'êtes pas. Hein. Mais le coup de légitime, c'est un truc... Mais De Gaulle pensait que la légitimité c'était important, donc quand il était en doute sur la volonté des Français, il se mettait en danger en créant un référendum. C'est lui qui choisissait le sujet, mais c'est pas grave ça. Enfin, et puis s'il perdait, il s'en allait. Mais vous pensez bien que les Mitterrand et tout, ils ont perdu, mais ils sont restés. C'est pas la même chose. Oui, absolument. Et puis le seul référendum qui a eu une portée, c'est celui de 2005 relatif à la Constitution européenne, c'est-à-dire un pouvoir supplémentaire de plus à l'Europe. Et la majorité des Français a été contre largement. Et il n'a pas été, il a été retoqué par une loi ordinaire
par une loi extraordinaire qu'on a fait le traité de Lisbonne. Là. Absolument. Donc, on a dessaisi les Français de leur souveraineté juridique, de leur souveraineté économique, de leur souveraineté monétaire, de leur souveraineté budgétaire, sans jamais leur poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour abandonner ces souverainetés? Et quand on leur a posé, ils ont toujours dit non. Donc ça fait 40 ans qu'on gouverne contre la volonté d'une majorité de Français. C'est quand même étonnant. En s'endettant. En s'endettant pour essayer d'acheter les gens qui sont... Voilà. Mais on arrive à la fin de cet endettement, c'est ce que j'ai expliqué, donc à partir de maintenant, on est venu baisser à due concurrence de la nécessité de repayer la dette. Quoi. Alors, ça me permet de rebondir et puis de vous poser la question, comment vous voyez les choses? Nous sommes à quelques jours de l'élection législative. Je suis loin d'être un bon observateur de ces choses-là, parce que je pense... Je vais vous dire ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est que le groupe central, les traîtres, le parti de l'étranger, comme l'appelait De Gaulle, c'est-à-dire tout ce parti qui va les chrétiens démocrates, aux sociodémocrates, etc., ce que De Gaulle appelait les fromages blancs, j'espère qu'ils vont se faire ratatiner comme jamais dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Ils servent à rien, ils ont trahi, ils sont laids, ils sont vieux, ils sont bêtes. Il faut s'en débarrasser. Pour moi, j'espère que c'est eux qui vont, c'est le parti du gouvernement, quoi, de Macron actuel. J'espère que ce parti qui a trahi la France de façon abominable, et ensuite, il va y avoir une bagarre entre l'extrême gauche et la droite, parce que je ne dis pas l'extrême droite et la gauche, c'est le contraire, je dis l'extrême gauche et la droite, c'est pas la même chose, et que le meilleur gagne. Mais j'aimerais bien qu'à ce moment-là, que la gauche et l'extrême gauche respectent la démocratie. S'ils ont gagné aux urnes, ils n'ont aucune raison d'empêcher les gens qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement de gouverner. Donc la gauche en aucun cas n'a le droit d'essayer par la force d'empêcher ces gens de gouverner. Et ça va de soi, en théorie, oui. En théorie. Et s'ils essayent, ben, il va falloir en envoyer quelques-uns en prison et un grand coup de pied dans le derrière, quoi, pour leur apprendre que la gauche n'est pas détentrice de la légitimité. La gauche n'est pas légitime à dire qu'il a le droit de gouverner. Avec tous les crimes qu'elle a couverts depuis 100 ans, il ne faut pas déconner quand même. Absolument. Absolument. Ah ben alors on va faire une question annexe. Quels sont les livres que vous nous conseillez pour les vacances? Ben, j'ai lu le dernier bouquin de Benessa, là, qui est vachement bien, le petit, je l'ai interviewé aussi. Vous savez que ce constitutionnaliste de Strasbourg, là, qui est le petit jeune Benessa, il est très bien. Ça, j'ai bien aimé. Et surtout, ce que vous pourriez faire, c'est relire des bouquins anciens, où tout ce qui nous arrive a été parfaitement décrit. C'est-à-dire l'espèce de démoralisation, de corruption, etc. Alors, vous pouvez trouver les livres de Frédéric Bastiat, qui a été dans les 1850, dans un français ravissant, où il explique comment la corruption, etc. Quel est le titre de celui-là? Les harmonies économiques. C'est un bouquin, Les harmonies économiques. C'est un bouquin absolument remarquable. Si ça vous amuse, vous pouvez lire La liberté de choisir de Milton Friedman. Il explique que si les fonctionnaires commencent à avoir trop de pouvoir économique dans un pays, qu'est-ce que doit faire un homme d'affaires? Vous avez la réponse. Ben, il faut acheter le fonctionnaire. C'est évident. Et vous voyez que dans tous les pays, les études ont été faites, plus le poids de l'État est élevé dans le pays, et plus l'indice de corruption est élevé qu'il fait l'enfer. Donc si vous voulez qu'il y ait moins de corruption, ben, il faut moins de fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais j'ai tout contre les fonctionnaires corrompus. Oui, c'est-à-dire un État minimal. Un État minimal et une dureté de la loi extraordinaire, mais très peu. Oui, très peu de lois, mais extraordinairement rigoureuse. Rigoureuse. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez les pages du Code du travail font 3500 pages. Quoi. Alors qu'en Suisse, je crois que ça fait 100 pages. Donc, il n'y a pas de chômage en Suisse, alors que chez nous, il y en a plein. Vous savez, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, on parle souvent de la Suisse.
quelque chose qui me fait rigoler, c'est que le SMIC suisse serait considéré en France comme un riche en pouvoir d'achat. Ben, je crois que le salaire moyen, c'est 6 880 € en Suisse. Mais voilà, donc mais le SMIC est à 4 000. Voilà, 4 000. Le SMIC est à 4 000, et à 4 000, vous commencez à arriver dans les types, si vous voulez, que M. Hollande considère avec circonspection. Lui qui en touche 40 000 par mois. Donc, si vous voulez, on voit bien, quand on compare la Suisse et la France, comment ces deux pays qui avaient le même niveau de vie il y a 50 ans, aujourd'hui la Suisse c'est 2 ou 3 fois le niveau de vie, mais la seule chose c'est que l'État est resté à 30%, et que nous on est passé de 30 à 60. Donc la France crève de son État. Il faut décoloniser la France. Et la Suisse a conservé son industrie. Et comment donc? Il y a une marge brute d'autofinancement qui est quasiment le double de celle de la France. C'est extraordinaire. Je discute avec un haut fonctionnaire qui a été un homme très dominant, que vous connaissez d'ailleurs. Et je lui ai montré les chiffres sur la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, c'est-à-dire c'est ce qui reste dans la caisse une fois que vous avez tout payé. Vous voyez. Et vous voyez que la marge brute d'autofinancement des entreprises un peu partout en Europe, c'est 25% du PIB, ça monte un peu pour la Suisse, parce qu'ils sont déjà... En France, on est passé de 25 à 19. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, 40 ans, que dès qu'il y a une crise en France, c'est le système productif qui paye. On dit, vous inquiétez pas les gars, c'est les entreprises qui vont payer. Et du coup, nos entreprises, la rentabilité qui est le tiers de ce qu'elle est en Allemagne ou en Suisse, et du coup, elles ferment. Il faut être con pour avoir une usine en France. Mais c'est d'ailleurs pour ça que tous les ministres qui se sont succédés ont créé les conditions pour que les investissements industriels français soient faits en Chine. Il y a ça qui s'est passé, mais surtout, ce que je trouvais extraordinaire, les gens me disent les Français n'ont plus d'industrie. Je leur dis, attendez, c'est pas vrai. Si vous prenez Schneider, Total, Air Liquide, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, etc., on a des groupes industriels extraordinairement puissants au niveau international, mais ils ne font plus une usine en France. Non. Ils sont tous aux États-Unis, en Chine, etc. Pourquoi ils disent ici, ça va être la moitié moins rentable qu'à 30 km de là. Je crois qu'ici, on gère des pertes, et ailleurs, on fait des bénéfices. On force à faire des pertes. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a certainement pas ouvrir une usine en France. Donc, on est beaucoup mieux que la Grande-Bretagne, quelque part, parce que la Grande-Bretagne, ils n'ont plus leur personnel industriel, ils n'ont plus ces grandes affaires industrielles. Mais nous, on les a. Mais elles ne sont plus chez nous. Elles sont barrées. Ouais. Et donc la question qu'on peut poser à ce donc la question qu'on peut poser à ces gars-là, de quoi vous avez besoin pour pouvoir venir en France faire des usines? On leur pose jamais la question. Parce qu'il faudrait dire que M. Macron soit viré. Commencez. Premier pas vers la solution. Mais vous savez que vous parlez en public, là? Mais j'ai cet avantage immense, je m'adresse, c'est que dans le fond, je parle en public et en privé de la même façon. Je crois que les gens ils sont sensibles. Les gens me disent au moins ils ne racontent pas des conneries. Parce que, tandis que j'avais été à une réunion il y a quelques années où il y avait Copé qui avait parlé 3 quarts d'heure à des chefs d'entreprise, il avait parlé 3 quarts d'heure avec ma fille à la fin, on s'était dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait rien dit en 3 quarts d'heure, mais il avait les lèvres qui avaient bougé pendant 3 quarts d'heure. Et on s'est dit mais quoi ça se fait? Il n'a pas pris une question, il s'est marré. C'est-à-dire ces gens qui font du bruit avec leur bouche pour occuper le terrain, mais qui n'ont pas la moindre idée, qui n'ont pas la moindre conviction. C'est ça, donc. Ouais. Et comme ça, ceux qui ont quelque chose à dire, ils ne peuvent pas les placer. Et non, mais surtout, ce que disait Solzhenitsyn qui est intéressant, c'est que dans ces sociétés où les gens mentent, parce que c'est ça dont il s'agit, s'il y a un gars qui se met à dire la vérité, d'un seul coup, tout le monde vous dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, bien sûr. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pouvez-vous nous parler de l'association Démocratie Directe pour la France et de votre rôle au sein de cette association? Alors, l'association Démocratie Directe pour la France, c'est quelque chose qu'on a créé avec quelques amis, en partant du principe qu'il pleuvait dehors et qu'il fallait avoir un bureau se réunir de temps en temps. On ne croit pas tellement qu'on va changer la France, mais on ne sait jamais. C'est-à-dire qu'un de ces quatre, vous savez, de temps en temps, dans une idée, dans la vie d'une personne, vous avez une longueur d'onde qui vous est propre et qui d'un seul coup se met à vibrer avec la longueur d'onde du pays. Et c'est comme ça parfois qu'il y a des gars qui arrivent, qui d'un seul coup sont mis à parler comme le pays l'attendait.
et je crois très profondément que ce dont il faut parler au pays aujourd'hui, c'est prenez-vous en main les gars et demandez le référendum d'initiative populaire. Vous êtes le souverain. Et notre association essaye de pousser ça en disant il faut convaincre les gens que la solution ne viendra pas d'en haut, mais d'en bas et d'eux. Mais personne d'autre, parce que si vous attendez qu'en haut, les gars se tirent une balle dans la tête et se sacrifient, il peut avoir de valeurs de fonction et tout, des voitures de fonction et tout, vous vous trompez. Donc, c'est un appel à l'association que vous devez créer partout, individuelle, des associations de quartier et tout, pour petit à petit reprendre le pouvoir par la base. Ça ne viendra jamais par le sommet. Et quelle est votre fonction au sein de cette association? À moi, je pense qu'il faut le demander. On est là, on se réunit dans mes bureaux, on est ensemble, de temps en temps on revoit un coup après, mais ma fonction, c'est qu'il m'est arrivé de financer 2 ou 3 petites choses. Mais vous êtes président. Vous croyez? Je suis président? Oui. Je savais pas. Charles Gave est président d'honneur de l'association des c'est bien, je suis content de la France. Voilà. Mais on voit à son interrogation qu'il n'y attache pas beaucoup d'importance. Non, mais je m'attache beaucoup d'importance à essayer de convaincre les gens qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main individuellement. Ils ne peuvent plus aller voir leur préfet, leur sous-préfet, n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Il faut qu'ils comprennent que la classe dirigeante aujourd'hui, c'est leurs ennemis. Qu'on est maintenant dans une position où c'est eux contre nous. Et il faut se débarrasser d'eux parce que ce sont des crapules. Ils n'ont pas été élus, ils sont là par hasard. Et donc il faut se débarrasser de ces gars-là. On est géré par une mafia. Je crois que c'est le mot de la fin.